Hello hello, tu veux savoir combien ça coûte de partir vivre aux États-Unis? Alors cette vidéo est pour toi, allez c'est parti. Salut, nous c'est Charlotte et Jérémy, une famille d'expats installés aux États-Unis. On vous retrouve ici tous les dimanches pour un nouveau vlog. Alors si la vie aux US t'intéresse, abonne-toi. Salut à tous, je suis à Honeymoon Island ce matin, qui est un des state parks et une des îles que l'on préfère, qui est à 10 minutes de chez nous. Ce matin, je vais faire un truc que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps, qui est me balader jusqu'au nord de l'île à pied. On ne peut pas y aller super près en voiture. Et au passage, je vais essayer de répondre à une question qu'on nous pose depuis hyper longtemps, qui est quel budget il faut prévoir quand on s'installe aux États-Unis? Un des premiers pôles de dépenses que vous allez avoir aux États-Unis, avant même que vous y débarquiez, c'est le visa. Vous allez devoir savoir si c'est vous qui vous auto-sponsorisez ou si vous allez être sponsorisé par une entreprise. Si c'est vous qui vous auto-sponsorisez, ça peut vite être assez compliqué. Il va falloir que vous trouviez dans quelle catégorie visa vous vous trouvez. Ça peut être un E2 d'investisseur, ça peut être un O pour une personne avec des capacités exceptionnelles, donc un sportif de haut niveau ou un artiste. Il faut avoir des publications reconnues. Dans le cadre d'un E2 qui est un visa assez commun, là, il va falloir que vous justifiez d'un investissement de 100 000 $ annuels. Ça peut inclure votre salaire, ça peut inclure potentiellement de l'immobilier commercial, mais ça devient vite une assez grosse contrainte. En plus de ça, faire un visa, ça a un coût, notamment des avocats, et ça coûte entre 5 et 15 000 $. Donc regardez bien. Si en revanche c'est une entreprise qui vous sponsorise, là elle peut vous faire aussi un visa E2, mais c'est à l'entreprise de justifier de l'investissement de 100 000 $ annuels. Il y a aussi le H1 qui est un visa qui est pas mal parce que vous pouvez transitionner plus facilement sur des visas plus permanents ensuite. Par contre c'est un visa qui s'obtient avec une loterie, donc qui est pas facile à obtenir. Et puis bon, il reste toujours une dernière possibilité qui est la possibilité d'obtenir une green card par la loterie. Vous pouvez y jouer tous les ans au mois de novembre, le tirage au sort a lieu en mai et vous pourrez rentrer ensuite en septembre l'année suivante. Si vous avez de la chance, vous serez peut-être tiré au sort et vous pourrez venir vous installer aux États-Unis sans frais et sans contraintes. Deuxième aspect à prévoir, vous allez vouloir déménager, peut-être emmener quelques affaires personnelles et donc pour ça vous allez devoir organiser votre déménagement. Nous en 2018, on était passé par la société AGS pour déménager de Bordeaux à Los Angeles. À l'époque c'était vraiment pas cher, ça nous avait coûté à peu près 1 500 $ pour entre une quinzaine et une vingtaine de cartons, à peu près 10 mètres cubes. Il faut savoir que depuis la pandémie ça a énormément augmenté. Nous on a fait ensuite un déménagement de la Californie à la Floride et là il n'y avait pas d'océan à traverser, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas tout ça. Et ça, on nous faisait des devis à 6 000 $ pour déménager juste d'un état à l'autre. Donc les prix se sont vraiment envolés depuis la pandémie. Soyez bien conscients de ça. Maintenant que vous avez prévu votre déménagement, que vous avez votre visa et que vous arrivez aux États-Unis, bon, la prochaine étape, bien évidemment, c'est de prendre le billet d'avion, qui eux aussi ont énormément augmenté depuis la pandémie. Vous avez dû vous en rendre compte. Globalement, ça a fait x2, des fois x3 sur certains billets. Donc regardez bien avant de déménager. Prévoyez également un petit budget pour votre hôtel au départ, parce que vous n'allez pas trouver probablement une maison directement à distance et tout, c'est assez compliqué. Ensuite, il va falloir quand vous trouvez le budget pour votre logement. Et là, quand vous débarquez aux États-Unis, vous n'avez pas ce qu'on appelle de credit score. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça correspond, mais sachez que voilà, c'est hyper important d'avoir un credit score pour pouvoir obtenir un logement. Et donc, pour prouver que vous êtes bonne foi, vous allez devoir revenir avec pas mal d'argent de côté, jusqu'à 4 mois de loyer et 2 mois d'avance de loyer et en général 1 à 2 mois de caution. Nous, on était à Los Angeles, on payait 3 700 $ de loyer, donc ça peut vite faire très mal au départ. Alors parlons-en de ce fameux credit score. Quand vous arrivez aux États-Unis, après 10 jours, vous allez pouvoir vous enregistrer auprès de l'administration sociale et obtenir un numéro de sécurité sociale. Ce numéro, c'est votre identifiant national ici et une fois que vous avez ça, c'est vraiment votre clé d'entrée dans le système. Vous allez également être enregistré dans le système du credit score et à partir de là, vous allez commencer à générer votre score. Le credit score, c'est un score qui va entre 600 et 850. Quand vous démarrez au début, vous êtes à 600, vous êtes à la base. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que vous payez vos factures, que vous avez un crédit que vous remboursez ou que vous payez votre loyer, ça fait monter votre crédit score. Plus votre crédit score est haut,
plus ça devient facile d'obtenir des emprunts, donc que ce soit pour acheter une voiture ou même obtenir un logement. La personne qui va vous louer le logement généralement va vérifier votre crédit score pour vérifier que vous êtes bien un bon payeur. Quand vous arrivez aux États-Unis, globalement votre crédit score il n'existe pas, et donc même obtenir une carte de crédit par exemple ce ne sera pas possible. Donc il y a un moyen pour ça, c'est d'obtenir ce qu'on appelle une Secure Credit Card, qui est en fait un moyen tout simple, c'est que vous allez à votre banque, vous dites eh ben, c'est moi qui vais mettre la somme de départ, donc votre cap de votre carte. Nous c'était 4000 ce qu'on avait choisi au départ. C'est votre argent, et donc à chaque fois que vous allez faire des achats, vous allez chez Ikea, vous achetez un canapé pour 500 $, et allez hop, vous repayez, vous remettez les 500 $ pour toujours remonter à votre niveau de départ. Donc, au bout de quelques mois, 6-8 mois, la banque elle va vous dire ok, on voit que vous remboursez bien à chaque fois, vous remontez bien à votre niveau de départ. On va vous unsecure la credit card, donc on va vous rendre vos 4000 $ et on va mettre nous de l'argent à la place, et donc à partir de là vous allez emprunter de l'argent à la banque et rembourser à la banque tous les mois. Une fois que vous avez bien réussi à faire ça, là vous allez faire monter votre credit score très vite, et une fois que vous avez un bon credit score, là les choses se débloquent un petit peu aux États-Unis. Autre poste de dépense aux États-Unis, c'est la voiture. Là encore, vous allez devoir l'acheter cash probablement au début parce que vous n'aurez pas de crédit score, donc vous ne pourrez pas faire d'emprunt. Nous, pour info, on a essayé d'en acheter une la première fois qu'on est arrivé en 2012, et le taux qu'on nous proposait, c'était 20% pour une voiture à 10 000 $. Ça nous faisait payer 2 000 $ d'intérêt, ce qui était complètement délirant. Par contre, je vous recommande de ne pas acheter une voiture peu cher puisqu'il n'y a pas de contrôle technique aux États-Unis, donc si vous achetez une voiture assez peu chère, vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dedans, et nous on a fait cette erreur là aussi. On a acheté une voiture à 5 000 $ et au bout d'un an il y avait tellement de réparations à faire qu'on a dû la revendre une misère et en racheter une autre. Donc la bonne nouvelle c'est qu'aux États-Unis les voitures ont tendance à être un petit peu moins chères qu'en Europe, donc prévoyez au moins 10 à 15 000 $ par voiture. Si vous êtes une famille, vous allez peut-être devoir en acheter deux et ça peut vite compter. Autre point qui peut être hyper important aux États-Unis, c'est tout ce qui concerne la santé. Alors pour les assurances, en général, c'est les employeurs qui couvrent une bonne partie. Il y a des employeurs qui couvrent presque tout, d'autres qui couvrent presque rien, mais généralement vous vous trouvez quelque part au milieu. Nous c'est le cas, par exemple, on paye à peu près 500 $ pour couvrir toute la famille de notre poche par mois, et le reste c'est couvert par mon employeur. Maintenant la santé aux États-Unis ça marche plutôt un peu comme les mutuelles en France. Imaginez vous n'avez pas de sécu et vous avez que la mutuelle. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle un déductible. Donc nous on a 500 $ à l'année, donc c'est 500 $ sur lesquels on n'est pas couvert, c'est une franchise. Et ensuite tout ce qui vient après ça, là c'est là qu'on est remboursé. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez être mieux couvert ou moins bien couvert. Si vous êtes jeune, vous avez peut-être moins besoin d'être super bien couvert au départ, et si vous êtes un peu plus avancé ou si vous avez des enfants, vous allez vouloir être un peu mieux couvert, donc payer un petit peu plus cher. Si maintenant vous êtes auto-sponsorisé, là vous allez devoir vous couvrir vous-même. Regardez peut-être pour des assurances type Santé Expat, Chapka ou même la CFE, la Sécurité Sociale des Français de l'étranger, qui sont des assurances spécialisées pour les voyageurs ou pour les expatriés. Ça peut vraiment valoir le coup parce que prendre une assurance aux États-Unis par soi-même, sans qu'un employeur en couvre une partie, ça peut vraiment être très cher. Encore un point où on a pas mal de questions, c'est les dépenses du quotidien. Combien on dépense tous les mois sur certains trucs un peu communs, genre l'eau, l'électricité. Alors c'est assez facile, globalement l'eau ici en Floride ça nous coûte 100 $ par mois. L'électricité avec la climatisation qui est quand même un truc assez important ici, 100 $ par mois. Pour tout ce qui est téléphone et internet par contre vous allez voir c'est assez surprenant parce qu'en fait Free n'est pas passé par les États-Unis, et du coup là les opérateurs se font vraiment plaisir. Donc que ce soit au niveau du téléphone portable, là on peut trouver des fois des bonnes affaires comme Mint Mobile qui vous propose des forfaits à 30 $ par mois, illimité, mais en fait c'est capé à un certain moment et puis ensuite vous avez une perte de vitesse. Sinon si vous êtes chez l'un des 3 opérateurs majeurs en termes de téléphonie mobile, donc T-Mobile, Verizon, AT&T, globalement vous allez payer entre 70 et 100 $ par mois pour une ligne. Ça devient vite assez cher la téléphonie mobile ici. En plus de ça, maintenant vous avez internet, ça peut être assez cher aussi. Ici nous on paye 40 $ par mois. Alors vous allez dire ah, c'est pas très cher 40 $. Oui, mais ça n'inclut qu'internet. Il n'y a pas la télévision, il n'y a pas le téléphone. Si vous voulez augmenter la vitesse, ça peut vite monter jusqu'à 80 $, et si vous incluez la télé, ça dépasse allègrement les 100 $. Dernière pause avant d'arriver à ma destination, et dernier point qui peut être important si comme nous vous avez des enfants, ça va être l'école et les loisirs. Alors quand vous avez des enfants, il faut savoir que l'école aux États-Unis n'est pas obligatoire avant 5 ans, la grande section de maternelle. Avant, vous allez forcément tomber sur des crèches ou des écoles privées. Ça va coûter assez cher, ça peut coûter entre globalement 800
et 5 000 $ par mois. Nous, pour Mia, ça nous coûte à peu près 1 500 par mois, donc quand même, c'est une assez grosse dépense à prévoir. Ensuite, l'école publique, par contre, elle est gratuite de 7h30, 8h jusqu'à 15h environ, et ensuite, il faudra payer pour tout ce qui est after school, donc les activités après école. Comme en France, les écoles publiques dépendent de la zone dans laquelle vous vivez, donc il faut bien choisir la zone dans laquelle vous vivez si vous comptez inscrire vos enfants en école publique. Nous, c'est pour ça qu'on a choisi la maison dans le quartier où on est maintenant. On sait que les écoles qui sont tout autour, que ce soit la primaire, ou le collège ou même le lycée, c'est des bonnes écoles qui ont bonne réputation. Vous pouvez vérifier les notes de l'école sur greatschools.org et en tout cas vous mettre dans un quartier avec une bonne école, ça peut vous faire de grosses économies. Pour les loisirs maintenant, c'est un peu pareil, vous allez pouvoir trouver pas mal de choses. Par contre, il faut vous dire globalement que ce que vous pensez payer par an en France, donc si vous payez une licence entre 100 et 200 € à l'année pour un club sportif en France, c'est assez normal. Ici, c'est ce que vous allez payer quasiment par mois. C'est très facile d'arriver à 1 500, 2 000 $ pour une inscription au soccer ou à des cours de musique ou à de la danse, de la gymnastique ou de la piscine. Il y a quelques exceptions à ça. Il y a des rec centers, donc des centres récréatifs qui sont souvent sponsorisés par les villes, qui proposent des cours et des activités à des prix vraiment très intéressants. Nous, par exemple, à côté de chez nous, on a réussi à trouver des classes de piscine pour Mia pour 10 $ les 6 séances. Donc c'est vraiment pas cher. Donc en cherchant bien, on peut trouver quand même. Mais globalement, si vous voulez un peu des activités type sportive en club ou ce genre de choses, ça peut valoir assez cher. Comptez-le dans votre budget. Le dernier point de dépense auquel vous devez penser, c'est tout ce qui est taxes et impôts. On avait fait une vidéo dédiée à ce sujet que vous pouvez retrouver quelque part par là et dans la description en dessous de cette vidéo. J'espère que la vidéo de cette semaine vous a plu et que ça a été informatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous êtes également expatrié aux États-Unis et que j'ai peut-être oublié des points de dépenses auxquels vous avez pensé, n'hésitez pas à le signaler également dans les commentaires. Interagissez avec la communauté, tout le monde est vraiment super ici. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et puis à la semaine prochaine. Ciao!